Voilà, vous êtes à l'écoute de la 88.1 FM, c'est l'heure de votre émission On débrief. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Derrick Katola. La mise en onde est assurée par Ngos Masela et Moïse Nsombila, le tout sous la supervision et la coordination de Simon Kabamba. Des voix s'élèvent pour dénoncer une campagne électorale précoce à Kinshasa et dans d'autres agglomérations du pays. Dans la capitale congolaise, par exemple, l'on ne peut pas parcourir une avenue sans apercevoir des affiches arborant des visages des candidats avec ou sans indication de vote. Des meetings populaires sont organisés par-ci par-là. Tout ceci se passe sous l'œil impuissant des instances qui sont pourtant censées réguler cette matière, la CENI et le CESAC. Sont-ils désarmés par les candidats, présidents, députés nationaux et députés provinciaux? Ça, c'est notre premier sujet. Deuxièmement, nous reviendrons sur les conséquences de Madame la pluie qui ne cesse de se faire ressentir dans la capitale congolaise. Piscine en pleine ville, eau stagnante, en plein centre-ville. Le spectacle est d'autant plus désolant que l'opinion congolaise, publique, quinoise en particulier, s'interroge aussi Kinshasa, de surcroît siège des institutions congolaises, est encore géré. Et moi je me demande où sont passés ceux qui avaient dit que Gentini Ngobila était le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa depuis 1960. Pour en parler, je reçois dans ce studio bleu blanc de la RTGFM des confrères journalistes avec qui nous allons décrypter ces sujets d'actualité. Le premier invité, c'est Joël Kadendanga, qui n'est plus à présenter dans votre émission On débrief. Il est déjà là avec nous. Joël Kadé, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour et merci très cher confrère pour l'invitation. Voilà, l'actualité reste jusque-là dominée par le processus électoral. Comment est-ce que vous analysez tout ce qui se passe de gauche à droite, du côté de l'opposition, de la majorité, de la société civile? Comment est-ce que vous voyez ce processus se dérouler dans les jours à venir? Bon, merci pour l'invitation. Merci à mon ami Ngos que je n'ai pas vu il y a longtemps. L'avenir me semble mi-figue, mi-raisin au regard de la manière dont nous avons nos candidats qui... jusque-là, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui déballe son programme de gouvernance. Bon, peut-être Délice Sanga, bon, par rapport à son poids politique, avec les idées qu'il a, je le félicite quand même parce qu'il nous a engagés un peu dans un débat sur les programmes politiques, les politiques qui devraient être animées pour élever le pays. Mais quand vous avez des gens qui, en se lançant à la campagne, il vous dit, vous savez, tout cela, je leur ai payé les billets, je leur ai payé les visas, ils sont partis en Europe. Et puis, au lieu qu'il vous présente comment est-ce qu'il va gérer le pays et de quelle manière il va relever le défi, on lui pose la question de savoir, messieurs, vous n'avez jamais condamné le Rwanda, vous ne condamnez pas Kagame, on vous dit... Là, vous parlez de Katumbi. En effet, oui. C'est vous qui avez cité son nom. J'ai horreur à citer certains noms. Donc, vous sentez que quelqu'un n'a pas d'idée dans sa tête. Donc, il n'a aucun programme. Donc, son programme, c'est venir faire valoir sa fortune. Et surtout que nous connaissons d'où vient cette fortune-là qui est d'une origine criminelle. Et donc, quand quelqu'un vient, il vous balance sa fortune, au lieu de vous dire, bon, on vous dit que non, vous êtes dans le réseau Mo Ibrahim, vous êtes dans le réseau... George Soros, vous êtes dans le réseau Kagame, vous êtes soutenu par Kagame, vous êtes un candidat de Kagame. La réponse que vous donnez, non, moi je ne vais condamner personne, mais je vais finir la guerre dans 6 mois. Avec quelle armée? Cette armée que Kabila nous avait laissé brasser, cette armée où vous avez beaucoup plus d'officiers que des hommes de troupes. La même armée qui avait vaincu le M23 en 2013. S'il vous plaît, le M23 n'a jamais été vaincu, chers confrères. Le M23 s'était retiré quand il y a défaite d'une armée. On prend ceux qui ont été vaincus, soit ils entrent dans une sorte de rééducation, de réintégration, et ceux dans leur propre pays. On a pris les M23, ils se sont retirés qui au Rwanda, qui en Ouganda, et lorsque leur chef en a eu besoin, en 2015, on était avec Ngos sur terrain, le 12 et le 19 janvier 2015, lorsque la population a manifesté contre la prolongation des mandats du chef de l'État et celui et ceux de parlementaires, en conditionnant l'organisation des élections présidentielles et législatives nationales à l'identification de la population, on a tué les gens sur
sur le boulevard Triomphal. Et c'était à balles réelles. On a tué les gens à Lubumbashi. Et ces gens-là ont été jetés le lendemain dans des fosses communes au camp Kimbembe et ici à Maluku. Et on a vu ces gens-là, et lorsqu'on a posé la question, comment est-ce qu'il y a des corps qui étaient d'ailleurs mal enterrés, la population était estomaquée, et quand on invite les gens, la ZADO, la cage, ils sont descendus sur le terrain, et puis ils ont vu quelqu'un avec la main restée en dehors. Donc, des camions qui sont allés creuser là-bas, mais qui avaient tiré à balles réelles. Ce n'étaient pas nos militaires, ce n'étaient pas nos policiers, c'était les éléments du M23. Le M23 n'a jamais été vaincu. Alors, quand on pose la question au gouverneur, il vous dit non, ce sont les indigènes dont le corps avait trop traîné au niveau de la morgue que l'on est allé enterrer. Et ceux de Lubumbashi, cela, laissez-moi faire une digression pour vous dire, nous avons pratiquement dans notre pays ici, quelqu'un comme Toumba Diakité, Aboubakar, le commandant Toumba, qui a rétabli la vérité dans les massacres qui s'est déroulé le 28 septembre 2009 à Conakry, au stade du 28 septembre. Mais si nous avons des gens comme celui-là, comme comment il s'appelle, Paul Mouilamboué, qui a rétabli la vérité dans l'assassinat de Floribert Chebeya. Donc on a besoin de gens qui peuvent venir aujourd'hui solliciter même de comparaître à titre volontaire comme l'a voulu Paul Mouilamboué. Mais vous voyez aujourd'hui en Guinée, on connaît qui a tué qui, et les plus concernés ont tenté de s'évader le samedi dernier. Heureusement, on a mis la main sur Dadis Camara, sur ses complices, soit avec qui il avait commis le massacre. Ces deux complices, le colonel Tsegro et le colonel Gomou. Donc on les a retournés à la prison. Nous avons besoin. La Guinée-Conakry a toujours été en avance, mais je crois que le jour où on va ressusciter, le jour où nous aurons un commandant Toumba congolais, donc on ne parlera pas de ceux dont vous parlez là, non, ils ont été défaits. Ils n'ont jamais été défaits. Parenthèse fermée, c'est justement pour vous dire, ce n'est pas du jour au lendemain, avec une armée dont l'âge moyen des militaires depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, l'âge moyen de nos militaires, c'était 50 ans. Écoutez, pour aller en guerre, ceux qui combattent, ce sont des jeunes gens entre 15 et 25 ans. Mais comme il y a eu la loi qui interdit que l'on ne puisse pas recruter les enfants au sein des forces armées, on peut compter entre 18 et 25 ans. Ils n'ont pas assez de charge. Quelqu'un comme moi ici, près de 25 ans, près de 50 ans, vous prenez un gosse ici, il va en guerre. Il regarde derrière lui, il y a ses enfants, il y a sa femme, il y a ses multiples diplômes qu'il a déjà eu dans sa vie. Vous pensez que lorsqu'il va voir la première ligne tomber, vous pensez qu'il va continuer la guerre? Non. Il va fuir. Vous prenez quelqu'un comme Richard Chako, 53 ans. Vous allez lui demander, lui là, de se battre à cet âge-là. Et c'est l'âge moyen de nos militaires que nous avions. Mais maintenant, il a fallu que Tshisekedi prenne 5 ans pour la reconstruction de cette armée. Ce sont les jeunes gens, les 40 000 hommes que l'on a engagés dans la guerre dans l'est de la RDC. Mais vous venez, non, je ne condamne pas Kagame. Vous avez déjà vu Zelensky n'est pas condamné Poutine et il veut engager une guerre ou une contre-offensive. Zelensky condamne, mais sur terrain, il y a aussi des offensives. C'est que nous ne voyons pas ici en République démocratique du Congo. Mais l'offensive, il fallait... Vraiment différent. Non, mais écoutez, monsieur, il avait fallu que l'on forme l'armée. On n'avait pas une armée. Et cette armée que nous avons de brassage, mixage, bricolage, et les gens, s'il vous plaît, dites-moi qui mérite d'être général dans notre armée. Excusez-moi d'aller plus loin. Parce que pour devenir un général, il faut soit les hautes études académiques, comme les généraux Lembala et consorts, soit il y a les hauts faits de guerre. Mais des gens qui ont été dans les groupes armés, et quand on a brassé, directement on lui colle le grade de général, vous pensez, et il vient avec tous ces hommes de troupes, et vous avez une armée qui a plus d'officiers supérieurs que des hommes de troupes. Avec cette armée-là, c'est avec celle-là que Moïse allait gagner la guerre. Non, à un moment donné, qu'on se le dise. Mais là aussi, c'est là où nous disons, le CESAC comme l'UNPC, malheureusement, n'ont pas une force coercitive. C'est là où ils devraient
le CESAC, la CENI, devrait être soutenu par le ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, ça veut dire les gouverneurs. Ministère de l'Intérieur, les gouverneurs, ça veut dire la police nationale congolaise. C'est elle qui devrait s'occuper des calicots que je vois. On va en parler, on va en parler. Toute la ville. On va en parler. Voilà un peu la manière dont je vois cette campagne sans idéal. Ce sont les attaques, ce sont les invectives. On va en parler. Merci Joël Kadé. Notre deuxième invité sera Josué Mfoutila. Il sera avec nous dans quelques secondes d'ailleurs. Il est journaliste à Congo Power Group. Voilà, c'est avec lui que nous allons débriefer ces deux sujets à côté de Joël Kadé. Pour participer à cette émission, veuillez nous écrire au 097 30 50 850 097 30 50 850 pour vos messages SMS et WhatsApp. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Voilà, des dénonciations ne font que se multiplier au sujet d'une campagne électorale précoce à Kinshasa et dans d'autres agglomérations de la République démocratique du Congo. Dans la capitale congolaise, par exemple, l'on ne peut pas parcourir une avenue sans apercevoir des affiches arborant des visages des candidats, présidents, députés nationaux, députés provinciaux, avec ou sans indication de vote, bien sûr. Des meetings populaires sont organisés par-ci, par-là. Joël Kadé, puisque vous êtes déjà avec nous, en attendant que, voilà, il est déjà là. En tant qu'analyste politique, que pensez-vous de cette situation de campagne précoce, électorale précoce qui exacerbe certains Congolais, en particulier certains Kinois? Oui, je disais tantôt, particulièrement en ce qui concerne la ville de Kinshasa, qu'elle n'a jamais été gouvernée depuis 5 ans. Les quelques vestiges que le gouverneur André Kimbuta avait laissés ont été pratiquement jetés en pâture par M. Ngobila, qui avait eu sa récompense pour avoir organisé les massacres au niveau de Maïndombe. Et aujourd'hui, vous sentez que la ville n'est pas réellement gérée. Parce que si la ville était gérée, le gouverneur et le ministère de l'Intérieur, parce que le CESAC peut édicter les directives. La commission électorale nationale indépendante peut arrêter le calendrier de la campagne électorale. Mais la CENI n'a pas une police non plus. Le CESAC n'a pas une police. Donc il revient au ministère de l'Intérieur, à travers le gouvernement provincial, à travers la police nationale congolaise, d'éveiller au respect. J'ai vu un député qui a organisé, un candidat député qui a organisé sa campagne meeting, je crois, à Limité. Il n'a pas donné de l'argent et on a emporté toutes les chaises. Donc vous voyez un peu ce à quoi nous assistons. J'ai vu une députée, une ancienne députée, candidate à sa propre réélection, se jeter sur un de ses militants, lui engageant une gifle. Tout simplement parce qu'il n'avait pas mangé. Donc vous comprenez? Donc ici c'est un problème. La CENI a fixé un calendrier. Le CESAC a donné des directives. Il revient à la police nationale congolaise de veiller à l'application, au respect de ces directives, au respect du délai qui a été fixé. Sans cela, nous allons partir pratiquement dans une jungle. Voilà, merci Josué Mfoutila. Je signale que vous êtes journaliste à Congo Power Group. Vous avez connu un petit retard suite aux embouteillages sur le boulevard du 30 juin. On sait comment est-ce que notre ville fonctionne. On vous comprend. Voilà, on parle déjà de la campagne électorale. Ça va commencer le 19, mais entre-temps, les candidats n'attendent pas cette date-là pour se lancer afin de pouvoir déjà s'attirer la sympathie de leurs militants ou bien de toute la population congolaise en général ou bien quinoise en particulier. Pourquoi les candidats se sont-ils délibérément précipités à entreprendre la campagne électorale précoce, interdite pourtant par la loi congolaise? Je commence par vous remercier pour l'invitation. Je remercie et salue aussi mon aîné qui est en face de moi, le confrère Kadé. Oui. Alors, avant de répondre à votre question, bon, sans oublier de saluer tous les auditeurs de la RTGA. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord faire une analyse vraiment brève du processus électoral jusqu'à ces niveaux. Nous sommes en train de féliciter la CENI, une CENI qui a été installée avec un retard de 20 mois, nous le savons tous. Le travail qui a été fait, en tout cas, nous applaudissons. Mais qu'il me soit aussi permis de reconnaître certaines failles. Nous sommes avec la population. Chaque jour, nous savons dans quelles conditions les cartes d'électeurs ont été obtenues. Et ces cartes d'électeurs sont
illisible présentement à cause d'une erreur qui avait été opérée au niveau de la technique de la centrale électorale. Alors, il faut aller prendre les duplicata. Nous savons comment est-ce que la population a pu obtenir ces cartes dans la douleur. Parfois, il faut corrompre, passez-moi les termes. Parfois, il faut soit être aligné derrière un député pour obtenir cette carte. Mais maintenant que nous sommes arrivés au moment des duplicata, je vous dis, c'est encore un autre problème. Et donc, ici, j'aimerais charger les bourgmestres qui sont, je dirais, qui ne sont presque pas dans leur bureau, mais laissant cette population censée obtenir ces duplicata souffrir. J'ai été à plusieurs reprises dans beaucoup des maisons communales. Je vois dans quelles conditions la population est en train de souffrir pour avoir ces duplicata. Et je suis en train de craindre les taux de participation à ces élections. Puisque nous avons l'expérience selon laquelle ce n'est pas le nombre des enrôlés qui participent. Encore qu'il faut une sensibilisation. Et maintenant, on va sensibiliser ceux-là qui n'ont pas de carte d'électeur ou qui l'ont obtenue, mais après, ce n'est plus lisible. Je demande à la police, je demande aux services concernés de pouvoir renforcer la surveillance. Il y a aussi un problème des machines. Par centre, par antenne, vous donnez une seule machine pour délivrer des duplicata à plus de 100 000 personnes. Là aussi, c'est un autre problème. Justement, puisque j'ai parlé des services concernés, la CENI est aussi concernée, c'est de pouvoir revoir son service ou ses services au niveau des maisons communales, puisque ça pose problème. Vous faites face à un délégué de la CENI. J'ai dit bien un délégué de la CENI qui vous exige 10 000 francs à chacun. Vous voyez comment est-ce que le travail abattu par la CENI est en train d'être foulé aux pieds. Donc, que tous les services concernés dans ces opérations-là s'impliquent davantage pour que nous ayons suffisamment les nombres d'enrôlés, plutôt les nombres des participants, le 20 décembre. Là, c'est une page tournée. Alors, par rapport à votre question liée à la campagne électorale précoce, je vais analyser cette question sous deux volets. D'abord, je note une faiblesse ou l'inefficacité de la loi. La loi existe, mais que dit la loi? Aujourd'hui, je me suis permis de lire cette loi et vous serez surpris, comme moi, que la sanction n'est pas à la hauteur de ce que le candidat a commis. Puisqu'on parle comme infraction. On parle d'une campagne électorale précoce. Mais nulle part la loi a prévu l'invalidation de ces candidats. Même ceux qui font des points de presse, ils savent que la loi ne prévoit pas l'invalidation de ces différents candidats. Non, la loi parle d'une amende. Mais après, le candidat peut payer l'amende de 200 000 francs ou de 2 millions de francs congolais. Mais qu'est-ce qui va arriver par après? Moi, je pense qu'il faut commencer par renforcer la loi. Nous, les lois sont là pour nous éduquer. Vous faites face à des candidats qui sont l'émanation de cette population. Nous savons comment est-ce que la population congolaise se comporte. Et ils profitent de la faiblesse de la loi. Donc, ce qu'il faut faire, je ne sais pas moi si c'est tard, mais même pour les prochaines échéances électorales, il faut commencer par renforcer la loi, la sanction. Lorsque la sanction est sévère, vous allez comprendre que beaucoup de gens ne vont pas se permettre de pouvoir se livrer à ces même avec cette amende-là, mais est-ce que si un candidat député national, provincial, un candidat président viole la loi, est-ce qu'il est obligé de payer cette amende? Est-ce que toutes ces institutions respectent même la loi qui est en vigueur par rapport à ces secteurs? Justement, ça c'est maintenant le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est le respect, puisque les lois existent dans notre pays. Ce n'est pas seulement cette loi qui interdit la campagne électorale précoce. Il y en a. Nous avons beaucoup de lois qui ne sont pas appliquées. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, moi je pense qu'il faut renforcer la loi, il faut renforcer la sanction, il faut renforcer la punition. J'ai vu, on parle d'une amende de 200 à 2 millions de francs congolais pour un candidat qui s'est jeté de l'argent lors de sa campagne électorale. Ça ne représente absolument rien. Rien. Donc, il peut payer cette amende-là à plusieurs reprises, mais aussi longtemps que la loi ne parle pas de l'invalidation,
il en profite. Il profite de cette faiblesse-là pour pouvoir battre campagne de manière précoce. Joël Cadet, au début j'avais parlé de la CENI et du CESAC. Est-ce que ces deux institutions d'appui à la démocratie sont-ils vraiment désarmés par les candidats, que ce soit les candidats présidents, les candidats députés nationaux ou même les candidats députés provinciaux, selon vous? Laissez-moi d'abord, comme je vous avais fixé un peu mes exigences auxquelles vous êtes soumis, je vous en remercie, saluer la pertinence de l'analyse de Josué. Vous sentez qu'il est dans la hauteur et c'est scientifique, c'est discutable et c'est débattable sans émotion et je lui en suis reconnaissant. Et je le conseille de suivre ces pas-là et d'aller plus loin. Merci beaucoup. Merci. Non, ils ne sont pas sans force. Je dis ceci, la CENI fixe le délai de la campagne. Le CESAC fixe les directives qui doivent être suivies. Il revient à la police de faire son travail. Il revient au gouverneur de faire constater. Il revient, vous, même au niveau de votre média ici. J'ai vu à Lubumbashi où le candidat Katumbi est passé sans, par exemple, un programme de gouvernance. J'ai vu Dr Mukwege passer sans un programme de gouvernance. J'ai vu encore mon ami Kakikouni n'est que dans les réseaux sociaux, donc notamment sur... Mais il va divulguer, je crois, ça sera demain, oui. C'est que je sache. Oui. Alors, donc, quand vous regardez un peu tout le monde là, mais maintenant, il faudrait également que la CENI puisse faire constater par devant les cours et tribunaux, parce qu'on ne va pas sanctionner, même la sanction d'amende, il n'y a pas d'infraction il n'y a pas de peine sans infraction, il n'y a pas d'infraction sans une loi. Donc, il faudrait que l'infraction soit codifiée en déterminant la peine. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour faire constater que non, voilà tel monsieur a fait la campagne à tel endroit. Mais s'il n'y a pas cette personne-là pour saisir les cours et tribunaux, donc les candidats là ne paieront même pas ce qui est fixé. Mais les procureurs, après le parquet peut aussi s'autosaisir parce que les images sont là, on voit qu'il y a tel qui a demandé à ses militants de pouvoir leur renouveler le mandat, de pouvoir se préparer pour voter pour lui au prochain scrutin. Et ça ne sera pas difficile pour prouver cela, Joël Cadet. Voilà qu'au-delà de la police dont je parlais moi, vous ajoutez le parquet. Le parquet, son travail, c'est à la recherche des infractions. Mais est-ce que maintenant, posons-nous la question, est-ce que nos magistrats actuels ont-ils la connaissance de cette loi électorale? Parce que ça aussi le problème. Parce que dans notre pays, j'ai compris une chose. Et je le dis, je l'ai lu dans l'introduction de l'ouvrage Les infractions de A à Z. Quand vous regardez celui c'était magistrat, je crois, j'ai oublié son nom, j'étais en train de le lire avant de venir ici. Quand vous regardez, il dit qu'il y a un déficit de maîtrise de textes qui nous régissent, et dans le chef des magistrats, et dans le chef de ceux pour qui ils rendent la justice, c'est-à-dire la population, les justiciables. Et les justiciables ne connaissent pas la loi. C'est là où ça pose problème. Donc, il revient maintenant au pouvoir judiciaire de s'autosaisir des cas flagrants, et même certaines audiences peuvent se passer d'une manière flagrante, et on fait passer des procès en flagrance pour dissuader ceux qui sont encore entrés, parce qu'on est encore à 1 semaine et demie de la campagne. Donc si ça doit continuer dans ce sens, mais le vrai problème également, ce sont les candidats. Ils ne savent pas qu'ils vont s'essouffler. Parce que quand vous commencez, la campagne c'est pour 1 mois. Vous commencez aujourd'hui. Vous commencez à dépenser de l'argent. Vos calicots là, les affiches, les bâches, quand la véritable campagne va commencer, nous connaissons comment ça se déroule. Mais ils se sont préparés, ils ont... Leurs adversaires vont enlever ces bâches-là la nuit. Vous savez ce qui s'est passé à Kolwezi en 2018. On avait enlevé toutes les bâches, toutes les affiches de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça a été répliqué encore dans d'autres provinces. Donc, ils commencent tôt. Peut-être qu'ils n'ont pas de conseillers en communication, des conseillers électoraux. C'est comme ça, vous les voyez commencer plus tôt. Or, ils vont s'essouffler pendant les 1 mois. Parce que les 1 mois, les coups seront permis. Et peut-être certains autres candidats vont s'administrer le coup même en bas de la ceinture. J'entends aussi que le CESAC mette à la disposition des médias les moyens conséquents selon que l'exige la loi, de telle sorte que les médias puissent l'accompagner en communiquant
ces directives, parce que j'ai comme l'impression que même les directives qui nous ont été données, et ce ne sont pas tous les médias qui ont été invités les jours-là. Mon média était là, évidemment, mais j'aurais aimé que les moyens soient décaissés comme ça a été fait dans les 3 derniers processus, que l'on dégage les moyens de telle sorte que ça permette aux médias, n'est-ce pas, de communiquer les directives afin que les gens soient informés. Parce que ce qui n'est pas su n'est pas fait. C'est ce que je connais comme un principe de la communication. Voilà, je suis Foutila. Que faut-il, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre de ceux-là qui violent déjà la loi alors qu'ils cherchent à devenir législateurs une fois élus, député national ou député provincial? Moi, je pense que ceux-là qui aspirent à des postes dans ce pays, il est aussi question de pouvoir très bien vous entourer. Il faut chercher des bons conseillers. Puisque avec cette histoire des campagnes électorales précoces, il y a aussi des responsabilités qui sont partagées. Nous sommes dans un pays où chaque politicien a au moins un journaliste pour un conseil. Bon, qu'est-ce que nous menons, nous, à notre niveau aussi, comme presse, nous conseillons à ces différents candidats? Tout est aussi question des messages que nous véhiculons, nous, presse. Je vous signale que déjà, là, si vous cherchez des panneaux vides à Kinshasa, vous n'avez pas... Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'espace. Il n'y en a plus. Tous les panneaux sont occupés. Et qu'est-ce qui se passe? Un candidat qui cible un panneau te dit « Non, je le prends maintenant jusqu'à la fin de la campagne électorale puisque ces panneaux risquent d'être ravis et je dois déjà l'occuper. » Mais prendre un panneau n'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est le message que nous mettons là. Nous, presse, nous avons aussi cette responsabilité de pouvoir bien orienter les messages que nous lançons, savoir qu'est-ce que nous écrivons pendant que la période des campagnes électorales n'a pas encore commencé. C'est aussi une responsabilité qui revient à nous, presse. Alors, c'est qu'il faut s'attendre à ces candidats-là qui sont déjà sur terrain, qui battent campagne dans leurs messages et tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Déjà, la loi ne saura pas mettre dos au mur tous ces candidats-là. Ce qu'il faut faire, c'est à travers nos émissions, nous sensibilisons, interpeller ces candidats, interpeller ceux qui sont autour de ces candidats, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour orienter les messages. Il y a aussi un autre problème. Vous parlez du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du CESAC, mais lisez la loi. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à quel niveau le CESAC peut intervenir? Est-ce que le CESAC a un fouet? Le CESAC a une punition à donner? Non. Le CESAC est là pour interpeller. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, on ne saura plus rattraper ces grands retards que nous connaissons. On ne saura plus rattraper ou rééduquer ces différents candidats qui se sont déjà lancés. Donc, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire maintenant. C'est trop tard. Tout repose sur la qualité de la sanction que les législateurs proposent. Donc, maintenant que nous avons été interpellés, il est question d'interpeller ceux qui seront demain au Parlement, de pouvoir renforcer les mesures d'encadrement pour que ce genre de situation ne se répète pas. Comme Joël Cadet, comme j'ai posé la question à Josué Mfoutila, maintenant que tous se sont lancés, on sait qu'il y a déjà, l'élan a été pris. Est-ce qu'il n'y a plus grand-chose à faire pour ramener ceux-là qui ont violé la loi, les ramener à l'ordre afin de pouvoir marcher et attendre que le 19 arrive pour battre effectivement leur campagne électorale? Mais moi, je crois que si nous étions dans un pays où la population avait une forte maturité politique, d'ores et déjà, lorsque vous voyez quelqu'un qui commence la campagne précoce, en tout cas, c'est la personne qui s'est disqualifiée. Ça, c'est de 1. De 2. Et la campagne électorale, c'est tout simplement crier. Maintenant, c'est le tour de telle commune, le numéro, c'est tel. Mais quel est l'objectif? Quel est le message? Quel est le programme de gouvernance? Quel est l'idéal qui est poursuivi? Mais lorsque quelqu'un vient, quand on parle par exemple sur le plan de la sécurité, je le disais tantôt, non, dans 6 mois, je vais terminer la guerre. De quelle manière? Vous venez, vous nous dites que voilà, dans 6 mois, je vais recruter soit des mercenaires de Wagner qui viendront se battre comme le M23. J'engagerai les moyens
par exemple, du pays pour recruter les mercenaires en attendant la formation de notre armée pour aller le battre. Vous avez M. Denis Mukwege, qui dernièrement a soutenu qu'il y ait la justice transitionnelle, que l'on mette en place un tribunal pénal pour juger ceux qui ont été cités dans le rapport mapping. Mais je l'entends la dernière fois, il dit quoi? Non, nous serons toujours voisins avec le Rwanda, ce qui est évident, mais nous devrions mener maintenant nos relations au niveau du business. Est-ce que ce n'est pas ce que Tshisekedi a employé ou a utilisé comme recette au début de son mandat, en tendant la main à Kagame comme son frère, en tendant la main à Museveni, en tendant la main à Ndayishimiye, à son prédécesseur bien sûr, en tendant la main à tous les 9 chefs de l'État qui entourent notre pays, pour se partager les richesses transfrontalières que nous avons, aussi bien avec, par exemple, la Zambie. Nous avons un corridor du cuivre qui traverse entre nous et la Zambie. Bon, on peut se convenir de quelle manière nous allons exploiter cela pour que ça soit un business, comme il avait appelé au départ, win-win. Mais vous n'avez pas des gens qui vous viennent avec de telles idées, mais vous sentez quelqu'un qui se rebiffe. Mais déjà, dans une manière de commencer une campagne précoce, où vous venez, vous nous dites non, moi je vais introduire la notion du genre, donc l'inclusion, on connaît ce que ça veut dire. Quand vous prenez aujourd'hui les dictionnaires au niveau de Google, ce que ça veut dire au niveau de l'Europe, d'où je viens, quand on vous parle du genre, ce n'est pas le genre masculin singulier. Aujourd'hui, quand on parle du genre, c'est les LGBT, lesbiennes, transgenres, vous avez les homosexuels, c'est tout ça. Mais quand quelqu'un vient déjà, en avance même qu'on ait donné les go pour la campagne, mais il peut se disqualifier. Mais est-ce que la population a vraiment besoin de comprendre le contenu du programme des individus, ou bien elle n'attend qu'on puisse lui donner 10 000 francs, 5 000 francs à manger, mais, et puis le reste cher ami, mais lorsque nous allons... que nous constatons tous les jours dans notre pays. Oui, si nous restons, c'est pourquoi moi je soutiens quelque peu les exagérations de celui qu'on appelle Papa Molière, Nemba Lemba. Parce qu'il dit, bon, si la population me demande de l'argent, alors qu'est-ce que je donne pendant la campagne? Alors qu'est-ce que vous allez réclamer? Parce que la mission d'un député, c'est quoi? C'est légiférer, contrôler les établissements publics, le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi de suite. Et mener les lobbying éventuellement pour sa base, pour par exemple que le gouvernement vienne construire, que le gouvernement vienne faire ceci. Mais quand vous entendez un député national, un député provincial, un conseiller municipal, un conseiller urbain venir vous dire, moi, dès que je suis élu, je vais construire les ponts pour vous, je vais construire des routes pour vous. Est-ce que vous sentez, c'est là où nous en appelons, et la responsabilité, je reviens sur ce que Josué a dit, nous revient, nous, en tant que médias, pour préparer cette solution, cette population, à savoir de quoi elle doit s'attendre d'un député. Donc, on ne peut pas avoir des députés qui, par exemple, hier, ils étaient journalistes, mais continuent à tenir leur micro. Non, ils ont une tribune, c'est à l'Assemblée nationale, où ils doivent aller, en termes de loi, proposer des lois, en termes de contrôle parlementaire. Nous voudrions les voir là devant pour contrôler, interpeller les ministres. Nous voudrions les voir, par exemple, dans les cabinets, dans les couloirs des ministres, pour mener dans les couloirs des PDG, des DG, par exemple, de l'office de route, de l'office de voirie urbaine, mener les lobbying pour qu'on ait construit chez eux. Mais quand quelqu'un vient vous dire que non, dès que moi je suis élu, vous allez manger. Dès que moi je suis élu, je vais vous construire des écoles. Est-ce que c'est le travail? C'est de la démagogie même. Mais c'est pourquoi je vous dis que nous avons la responsabilité de préparer cette population. Alors, lorsqu'on viendra lui donner le 1000 francs, lorsqu'on viendra lui donner les Thompson, lorsqu'on viendra lui donner les sucres, le sel, les savons, mais qu'est-ce que la personne vous doit encore parce qu'il a acheté vos voix? C'est là où moi je me dis que chacun sache, vous allez me voter, vous allez me élire. Voilà par exemple le projet de loi que j'amène. Nous avons des domaines, chers confrères, dans ce pays ici, nous avons des domaines où il y a vide de loi. Et nous avons des domaines où les lois sont obsolètes. Quand vous prenez le code pénal congolais que nous avons aujourd'hui, il date de quand? De 1941. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que ne peut-on pas trouver un législateur qui peut s'asseoir, même à 3 à 4, comme Sakata et Minakou l'avaient fait, qui peuvent s'asseoir pour réviser le code pénal? Est-ce que vous savez que la loi pour laquelle l'opposition, l'UDPS et consorts, ont marché, est-ce que vous savez que cette loi était utile?
Mais malheureusement, c'était les deux personnes qui en étaient les porteurs, Minakou et Sakata. C'est comme ça les gens ont pensé que ça n'allait pas. Et pourtant, s'ils avaient laissé, par exemple, 2 autres députés nationaux prendre le poids de cette loi-là, elle était utile pour la gestion de notre justice. Aujourd'hui, par exemple, chers confrères, je vais vous dire quelque chose qui m'a touché. J'ai commencé le mémoire de licence. Je suis arrivé sur la loi. Je vous dis, si la loi sur la presse, la loi Mouyaya, si elle est promulguée, si elle est publiée dans le journal officiel, elle devient opposable à nous tous. Je pensais que cette loi-là venait un peu diluer l'acidité de la loi de 1996. Mais je vous dis, cette loi-là vient davantage corser la situation du journaliste. Comment ça? Mais je vous dis, lisez le régime répressif. Maintenant, ça va plus loin, en dehors du droit de réponse. Parce que moi, j'avais pensé, comme on disait que non, le droit de réponse va couvrir. Non. Maintenant, on ne définit pas l'amende. Qu'est-ce que je dis? On ne définit pas le délit de presse comme infraction commise par voie de presse. On définit atteinte qui est un manquement aux lois, aux droits d'autrui et aux mœurs. Comment va-t-on déterminer cela? Parce que comment est-ce que peut-on déterminer les droits d'autrui, atteinte aux droits d'autrui, atteinte à la loi, atteinte? Là, c'est lorsque je suis en train d'examiner l'exercice concomitant de poursuites contre un journaliste. Est-ce que vous savez que cette loi-là laisse qu'aujourd'hui, que le journaliste soit suivi par le régulateur, qui est le CESAC, au même moment pour le même fait, par l'UNPC, comme autorégulateur, par les cours et tribunaux. Et s'il est de la RTNC ou de l'ACP où il y a des conventions collectives, donc il peut encore être poursuivi dans sa maison. Donc pour le même fait, les journalistes peuvent se retrouver, être poursuivis partout et être sanctionnés par toutes les 4 instances. Donc vous sentez que c'est les citoyens dans notre pays le plus fragile. Alors si je devrais être député, j'irai au Parlement pour dire, et puis le flou là, qui veille sur le respect de la liberté de presse? L'UNPC veille sur le respect de la liberté de presse. Le CESAC veille sur le respect de la liberté de presse. Et donc, vous sentez un peu. Mais maintenant, en tant qu'intellectuel, si je dois aller au Parlement, je battrai campagne uniquement pour ça. Je battrai campagne uniquement pour ça. Mais est-ce que la population va vous les Je vous dirais par exemple qu'aujourd'hui, qui ne concerne que les journalistes. En termes par exemple de l'organisation de partis politiques dans notre pays, organisation et fonctionnement des partis politiques. En principe, on ne devrait pas avoir 900 partis politiques. Je vous dirais que moi, ma campagne, je vais la battre par exemple sur lorsque vous amenez un parti politique, vous amenez le parti politique de l'eau. Vous amenez par exemple le parti politique des infrastructures. Vous amenez le parti politique de la forêt. C'est-à-dire quand vous allez venir, par exemple, nous n'avons pas d'infrastructure dans notre pays. Et le créateur de la RDC avait dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Et nous valons quoi? Parce qu'on va parler, vous avez enregistré le thème relatif, n'est-ce pas, à la gestion de Kinshasa après la pluie. Mais parce que vous en avez parlé. Comment est-ce qu'on peut gérer cette ville de Kinshasa sans le chemin de fer? On va en parler. Demandez à Jean-Marie Kamba qui part en Europe, il va voir que les routes, les métros, les trains, c'est en bas sous la terre. Mais nous voulons sur une même route qui part de la gare centrale jusqu'à Massina, qui part de la gare centrale jusqu'à Lupin. Vous voulez que tout le monde sort au même moment, tout le monde rentre au même moment, et vous voulez qu'il y ait la réaction. Voilà un peu. Malheureusement, nous avons des députés qui viendront donner les Thomson, les sucres, les Macayabou, ainsi de suite. Puis, voilà. Mais merci Joël Kadé. Vous n'aurez pas même comment les juger, vous ne sauriez même pas comment les juger parce qu'ils ne vous ont pas donné leur programme de gouvernance. Voilà. Ou ce qu'ils vont faire au Parlement. Une fois élu. Voilà. Alors qu'ils prennent leurs 21 000 $, laissez-les les bouffer. Merci Joël Kadé. Joseph Foutila, on sent que la campagne électorale sera rude. Si on ne sait pas contrôler la situation avec la campagne électorale précoce aujourd'hui, comment allons-nous nous y prendre pour maîtriser la situation après la proclamation des résultats? Plus de 23 000 candidats députés nationaux, plus de 60 000 candidats députés provinciaux, ça en fait un peu trop. Ça sera difficile de les maîtriser avec toutes les réclamations. Bon, moi, à mon niveau, je pense qu'il faut... On revient sur la même question, la surveillance. Est-ce que... Posons-nous la question, simple. La CENI n'est pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. La CENI est au courant de ce qui se passe sur le terrain. Disons, tous les services, parties prenantes au processus électoral.
ils savent ce qui se passe sur terrain. Mais c'est depuis 2006 que les voix sont achetées. Mais qu'est-ce qui est fait pour renverser la tendance? Rien. Surtout si c'est, lorsque vous vous adressez au Parlement, si c'est une question qui va en désavantage par rapport à nos élus, nous savons tous qu'ils ne vont pas les voter. Vous avez la preuve avec la question sur les suppléants. C'est là. Ouais, alors, c'est une guerre qui sera déclenchée. Alors, moi je pense qu'il faut renforcer la surveillance. Nous avons tous vu comment est-ce que, dans une vidéo qui était devenue virale sur les réseaux sociaux, un parti politique est en train de distribuer de l'argent à la population. Mais est-ce que cette preuve n'est pas suffisante pour frapper? Quand on sait que même les effigies de ces partis politiques-là étaient visibles sur la vidéo. Mais qu'est-ce qui a été fait? Rien. Les lois existent, mais il faut tout simplement les appliquer. Encore que sur cette question, il faut encore ajouter le phénomène Koulouna. Comment est-ce que les candidats vont battre campagne pendant qu'on sait qu'il y a le phénomène Koulouna qui bat son plein dans tout Kinshasa? Mais là, ça sera question d'un candidat qui manipule un camp, l'autre manipule l'autre camp et ils s'affrontent. Conséquence, vous ferez face à des électeurs qui seront victimes de cette situation. Donc, renforcer la loi, renforcer la surveillance, surtout ça, la surveillance. Quand on a des députés ou des candidats qui facilement se livrent à la campagne électorale précoce, c'est que... mais parce qu'ils savent déjà qu'ils ne seront pas inquiétés, oui, la loi n'est pas efficace pour les réprimer. Oui, exactement. Donc, moi, j'interpelle tous les services concernés. Renforcer la surveillance, rééduquer, frapper. Vous verrez qu'il y a certains candidats, même pas tous, mais certains candidats qui ont encore la conscience... Mais il faut dire que ce ne sont pas tous qui se sont livrés à la campagne. On sait aussi que la culture de la sanction n'est pas de mise ici en République démocratique du Congo. Vous pouvez beau parler, si vous êtes d'une telle obédience politique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Personne ne viendra vous inquiéter parce que vous êtes par exemple du pouvoir, parce que vous êtes de l'opposition, parce que vous avez la population avec vous. Et certains pensent qu'ils sont déçus même de la loi qui est censée régir la République démocratique du Congo, qui se veut une démocratie à ce jour. Voilà, les candidats se considèrent comme des élus déjà qui sont sur terrain et en eux, ils se disent que non, il y a aucune loi qui peut nous contrer. Donc, ils font ça. Quand vous lisez, vous êtes sur les sites des radios Kapi, vous avez un article qui vous dit qu'à Lubumbashi, c'était d'abord les candidats du pouvoir qui avaient commencé. Et quand ceux de l'opposition ont vu qu'il n'y avait pas de sanctions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emboîté les pas. Donc, dire que ce n'est pas tout le monde qui n'est pas en campagne électorale précoce, là, je suis un peu dubitatif. C'est tout le monde qui se livre en campagne électorale. Regardez, chaque week-end, samedi, dimanche, mais vous aurez l'impression comme si c'était des églises qui se multipliaient. Or, ce sont des députés. Mais ils sont nombreux. Voire, ils sont arrivés à un moment où ils se disputent même la salle, occuper la salle pour organiser une réunion activité. Et tout. Oui. Parfois, c'est un député qui a commencé et l'autre est en train d'attendre. Ces militants sont encore à l'extérieur, veulent entrer. C'est lui qui est à l'intérieur. Ils n'ont pas encore terminé. Mais comment est-ce que nous allons faire après le 19? Parce que plus de 23 000 candidats députés nationaux, on peut d'abord se limiter là avec les députés nationaux, au moins ont beaucoup d'argent pour réunir les gens dans des salles, dans des terrains, dans des lieux publics. Comment est-ce que nous allons faire pour que la situation ne puisse pas, que le feu ne puisse pas être brûlé la République? Parce que là, apparemment, on n'arrive pas à les maîtriser. En période de campagne électorale, là c'est clair, tous les candidats... Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, en respectant avec la loi. Le nombre que nous avons. Oui, en respectant la loi, j'ai dit. En respectant la loi. Éviter des discours de haine. Même nous, presse, qui devons relayer ces discours, il faut bien les encadrer pour ne pas favoriser la violence. En respectant la loi, ils peuvent se livrer à la bataille, puisque les élections, c'est une bataille. Une bataille loyale, pas une bataille physique. Donc, à ce niveau ici, ce que je l'ai même dit, que nous sommes obligés de subir. Nous allons subir puisque la loi a été piétinée. Mais prochainement, corrigeons nos propres erreurs.
Je vous signale un cas. Moi, j'ai participé à une séance de sensibilisation des électeurs en Ngaliema. Et pendant la séance, parmi les participants, il y avait aussi Eliezer Tambwe, qui était venu en tant que député national en fonction. Les électeurs, disons la population qui était là, avaient fait des propositions sur comment nous pouvons empêcher la campagne électorale précoce, puisque la question avait été soulevée. Et la proposition avait aussi été soumise à Eliezer Tambwe en tant que député. Bon, peut-être qu'il va se dire que la période est déjà dépassée, mais nous l'attendons au tournant. Il sait ce que la population ce jour-là avait dit. Certains ont même proposé, c'est que ceux-là qui font la campagne électorale précoce, que leurs affiches soient arrachées par la population. Mais nous savons tous, lorsque nous nous livrons à nous adoptons cette option-là, c'est la violence, puisque l'autre camp aussi, l'autre camp aussi pourra répliquer. Mais il y a eu de très bonnes propositions que Eliezer Tambwe, s'il sera réélu, bien entendu. Vous ne faites pas sa publicité là, apparemment. Oui, non, là je ne fais pas sa publicité. Okay. Je parle d'un député national qui est en fonction. D'accord. S'il sera réélu, il sait ce qu'il doit faire pour empêcher cette réalité. Puisque nous avons participé à une séance de sensibilisation avec lui en Ngaliema, et je sais ce que la population avait proposé à lui en tant que député national en fonction. Là, je rappelle que je reçois pour vous Joël Kadendanga et je suis un Foutil avec qui nous sommes en train de décrypter. Nous avons déjà parlé de la campagne électorale précoce que nous constatons dans notre pays, alors que la campagne électorale proprement dite va débuter le 19 novembre prochain, donc dans une semaine et demie. Mais entre-temps, les députés nationaux, les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux et certains candidats présidents de la République se sont déjà lancés pour s'attirer la sympathie de la population congolaise. Et avant de pouvoir parler du deuxième thème, nous allons directement lire quelques messages nous envoyés par vous, auditeurs qui nous suivez à cet instant. C'est la RTJ FM. Merci, restez toujours branchés à l'écoute de votre radio. Ingénieur Moïse Nsombila, on va prendre connaissance des quelques messages nous envoyés par les auditeurs. Bonjour monsieur le journaliste, c'est depuis le district de la Tchangou, dit à monsieur Joël qui parle de Moïse Katumbi qui a volé, et puis ceux du pouvoir de béton qui ont escroqué la population avec le RAM. Cette question, je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore dire, quel commentaire je peux émettre par rapport à ça. Je pense que Joël Kadé va essayer de commenter. Salut cher Derrick, c'est Papi Ongeli. Et, il ne faut pas aller par le dos de la cuillère. C'est Fachi et ses acolytes néophytes qu'on voit afficher partout, et personne n'a le droit que Kadé doit avoir du respect et un peu de un peu du respect. Donc Katumbi n'a-t-il pas refusé le port de visite Rwanda sur les vareuses du tout-puissant Mazembe? C'est une question. Combien de fois Kabila Joseph a refusé de serrer la main de Kagame? Où sommes-nous avec tout le mérite que Kadé et Mpoïnou disaient sur Ngobila? Le diable c'est les autres, connais-toi toi-même. Bon après-midi ma radio, je vous suis depuis la commune de Barumbu. C'est regrettable d'avoir de dirigeants de la ville de Kinshasa que quand Mobutu... Malheureusement, je vais passer, c'est pas vraiment clair. Bonsoir, mon émission. La campagne électorale précoce que nous constatons sur terrain, les partis au pouvoir sont à la base de ce qui se passe et ça fait très mal. Et surtout, c'est quand la chaîne nationale congolaise travaille au service du pouvoir en place, au détriment des droits du pays. C'est vraiment désolant. L'UDPS est message signé par Nour Bin Anour depuis quelque part. Bonjour, ma radio. Une question à Joël Kadé. Pourquoi le ministre Tony Mwaba ne dit pas la vérité? Donc, il dit que les enseignants touchent 541 000 francs congolais en 2023. Je vous dis qu'un enseignant touche actuellement 390 000 francs. Pourquoi mentir? C'est une question. Bonsoir ma radio. Quand le CESAC, le procureur, les parquets et la CENI sont incapables de sanctionner les gens du régime Tshisekedi, là, ils cherchent ceux de l'opposition pour montrer leurs griffes. Vraiment un régime de la honte. Message de Madame Titi depuis quelque part. Bonsoir, la majorité des candidats qui font la campagne précoce sont des candidats de la majorité. Le fameux CESAC et la police travaillent pour la majorité. Il ne fera absolument rien. Je vous assure que les élections des Kadima seront les plus mauvaises que celles qu'on a connues dans ce pays. Mais nous, peuple, nous serons vigilants pour dire à Denis Kadima que le Congo n'appartient pas à l'UDPS. Les bureaux ne sont pas connus, les cartes illisibles, les électeurs non affichés dans les centres respectifs
perspectives. Voyons voir avec l'avenir. L'avenir nous en dira un peu plus. Mais ça signé par Ed Bambela depuis Kanluka. Bonjour RTGA. Le cas de la campagne prématurée dans la ville de Kinshasa et hier, je me demande où est passé les gouverneurs et les procureurs pour faire respecter la loi. C'est-à-dire, il y a l'absence de l'État. Donc, le Congo a besoin de nouveaux hommes. La salubrité est très dangereuse pour la santé et peut causer la maladie, d'où il faut investir au lieu de détourner l'argent plus que sous Mobutu. C'est Roi David depuis Ngalema. Voilà, je prends un autre message. Bonjour Derrick Katola, merci pour le casting presse. Le CESAC joue le rôle de l'Union sacrée, dit à Joël Kadé de respecter Moïse Katumbi. Il n'est pas de son... Voilà, c'est message signé par Patient Kalambaï depuis Rampoingaba. Bonjour RTGA, courage à Mike Moukebaï, honte à l'UDPS avec Félix Tshisekedi. Je passe. Salut Marajo, à l'époque de Kabila, le M23 n'avait pas quitté les territoires de la RDC, il s'était plutôt retiré après les accords de brassage Mixa signés avec le régime Kabila. Quant au processus électoral, afficher le nom et le visa d'un candidat ne veut pas dire que c'est une campagne, c'est une propagande précoce. Cela sera précoce au cas où le numéro de candidature apparaîtrait dans la fiche. Voilà, mais ça signé par Nathan Seki depuis la commune de Makala. Salut notre radio, la RDC a besoin de bonnes élections à cause du... Non, je passe. Bonsoir, ma radio. À mon avis, le gouvernement de l'Union sacrée gère le pays avec beaucoup de légèreté. Ce que Kabila a laissé est tombé trop bas. Insécurité, détournement des fonds publics, tribalisme, Kuluna. La campagne électorale n'a pas commencé, mais toutes les avenues sont inondées des panneaux. La loi n'est pas efficace. Minda à Kalo. Kalo, c'est dans quelle province? Dans l'Est. Les territoires des Kalo. Voilà. Chers amis, nous vous saluons depuis là où vous nous suivez. Bonsoir ma radio, merci beaucoup pour les sujets. L'UDPS et l'Union sacrée doivent s'attendre à un échec sans précédent. La population congolaise est mature. Nous étions immatures dans les processus électoraux passés, chose que le régime Tshisekedi ignore. La date du 20 décembre 2023 restera inoubliable pour les politiques congolais. Safi Congolais depuis cité Maman Mobutu. On prend l'avant-dernier message. Bonjour, on débrief. La campagne électorale précoce est une infraction, mais qui peut causer du tort aux coupables si la partie qui porte plainte peut prouver que cela a porté préjudice au résultat électoral. Donc, il faut savoir documenter les infractions et pouvoir les présenter aux instances judiciaires. C'est le travail des candidats à tous les niveaux. Donc, bonjour, monsieur Derrick. Police et Salamoussala Naye pour Nabatu Bazo violer loi. Ba candidat ya opposition bazana programme T, programme Nabango Ezali Kaka Tshisekedi Papa Matondo depuis la commune de Mongafula. On prend le dernier message. Ne vous inquiétez pas, tant que le RAM a été retranché, c'est nous-mêmes qui allons sanctionner. Mais ça signé par le Zolo Kapata depuis quelque part. Voilà. Merci Moïse Nsombila. On va redonner la parole à nos invités. Nous allons parler du deuxième thème par rapport à ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Kinshasa et ses réalités. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais à Kinshasa c'est l'inverse. Piscine en pleine ville, eau stagnante en plein centre-ville. Le spectre est d'autant plus désolant que l'opinion publique quinoise s'interroge si Kinshasa, de surcroît, siège des institutions congolaises, est vraiment gérée. Joël Kadé, pourquoi la situation demeure inchangée jusqu'à ce jour? Laissez-moi d'abord remercier vos auditeurs pour les questions pertinentes qu'ils ont posées et pour les observations que certains ont données. Surtout le tout dernier qui a dit qu'il faudrait que, quand vous allez par devant les cours des tribunaux, il faudrait établir le lien entre la campagne précoce et le préjudice subi. Là, c'est très très intelligent. Et laissez-moi également répondre, c'est pas parce que Moïse Katumbi a détourné hier que je vais encourager ceux qui détournent aujourd'hui. Peut-être qu'il ne me connaît pas. Moi, je n'ai pas ma langue en poche. Quand ça ne va pas avec l'union sacrée, je tire. Et dans le respect de la loi de la personne humaine. Donc, ce n'est pas parce que Moïse a volé hier que je vais encourager ceux qui volent aujourd'hui. Je ne le ferai jamais. Et de trois, Tony Mwaba n'a pas menti. Malheureusement, nous sommes dans un pays où on développe la gnosologie. Donc, on est spécialiste en tout. Vous savez que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont placé un seuil qu'on ne peut pas passer pour la rubrique salaire. Alors, lorsque vous avez cette rubrique-là, on vous dit, vous devriez vous arrêter à tel endroit. Mais comme nous avons des experts chez nous, ils ont trouvé un moyen. Ce dont il a parlé là, c'est exactement le salaire. 390 000 francs, c'est ça le salaire. Mais pour suppléer à cela, on a mis en place la prime de brousse et la prime
de la gratuité. Donc la prime, et cette prime est accordée aux écoles qui sont en ville, hein, parce qu'ils payent les loyers, ainsi de suite. Et au niveau des villages, des territoires, il y a la prime de bourse. Et quand vous prenez cette prime-là, ne vient pas dans l'enveloppe salariale que l'enseignant va toucher à la banque. Donc c'est dans l'enveloppe des frais de fonctionnement. Peut-être que les gens veulent qu'on dise ça, que les institutions de Bretton Woods comprennent la stratégie et peut-être nous bloquent encore à un certain niveau. Les gens peut-être ne comprennent pas. Quand vous prenez votre prime, qui ne vient pas de la banque, qui va venir de votre chef d'établissement, il vous remet, quand on comptabilise, on atteint 540 000 francs congolais, on n'a pas menti. Mais malheureusement, on est dans la gnossologie, on suit les syndicalistes là de haine, poussés par des officines politiciennes, nous le savons, mais c'est là où on ne comprend pas. Je vais vous dire également, quand vous allez au Parlement aujourd'hui, on va vous dire par exemple que les députés touchent $3 000, mais c'est ce que l'on appelle invisible. Pourquoi a-t-on établi les invisibles qui sont payés pratiquement Maboko Bank? C'est pour déjouer les contraintes, n'est-ce pas, des institutions de Bretton Woods qui vous donnent les seuils où vous devriez arrêter, où vous ne pouvez pas passer en termes de l'enveloppe salariale. Cela étant, voilà un peu c'est la précision que je voulais. Je crois que ce sont toutes les questions qu'ils m'ont posées. Oui. Moïse Katumbi, on va le respecter et on le respecte beaucoup dans la mesure où il a accepté de devenir notre chef de l'État, d'être candidat, d'avoir été notre gouverneur. En tant que personnalité publique, nous allons nous occuper de lui sur tous ses faits et gestes. Donc, je ne parle pas de Moïse Katumbi comme époux de Maman Karine, comme papa de Yoshua. Je parle de Moïse Katumbi, ancien candidat gouverneur. Je parle de Moïse Katumbi, ancien gouverneur. Oui. Je parle de Moïse Katumbi comme candidat président de la République. Donc, vous ne pouvez pas dire non parce que Tshisekedi est là. Aujourd'hui, si on parle de Tshisekedi, c'est parce qu'il est président de la République. Je ne parle pas du fils de Maman Marthe. Je ne parle pas de l'époux de Maman Denise. Donc je parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État. Quand il agira dans un sens comme dans un autre, nous allons parler de lui. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Donc je suis journaliste respectueux du code d'éthique et de déontologie et de la loi. La situation de Kinshasa, pourquoi est-ce qu'elle ne change pas? Non, la situation de Kinshasa ne changera pas. Je suis vraiment pessimiste. Elle ne changera pas. Pourquoi? Parce que du temps de Kabila, vous allez vous rappeler, nous sommes journalistes, en tant que journalistes, nous sommes historiens du présent. Vous allez vous rappeler, regardez à la gare centrale. Il n'y avait pas le bâtiment là que Kabila est venu lancer de Raken, où on devrait avoir 2 tours au niveau de la gare centrale. On devrait avoir 2 tours. Les images, nous les avions vues. Notre confrère Jean-Marie Kassama nous avait bien tracé cela. Quand vous allez au niveau des affaires étrangères, il devrait y avoir aussi là-bas 2 tours. Vous allez vous rappeler, ce n'est pas loin. Et on avait creusé jusqu'en profondeur. Les Chinois les Chinois avaient creusé jusqu'en profondeur. Or, quand on construit en hauteur, on va beaucoup plus en profondeur. Et on avait cassé les goûts. Tous les goûts d'évacuation d'eau vers le fleuve ont été cassés. Et par conséquent, avec le bâtiment inachevé, le chantier là qui ne finit pas, ça fait que on a bloqué les voies d'évacuation d'eau vers le fleuve. On a cassé les voies d'évacuation d'eau au niveau du ministère des Affaires étrangères qui allait vers le fleuve. Et quand vous entrez dans le quartier la Sosimat, où il y a tous les dignitaires, là où il y avait tous les dignitaires de Kabila, là où il y a la radio Okapi aujourd'hui. Quand vous allez également là-bas, on a aussi construit en hauteur, et pour construire en hauteur, il faut aller en profondeur. Exactement. Et en allant en profondeur, on a également bouché tous les voies d'évacuation d'eau, tous les égouts vers le fleuve. Et par conséquent, le lit de la rivière Gombe a été rétréci. Je crains qu'un jour, que la commune de Lingwala, telle que nous la voyons là, puisse être inondée totalement, même avec des grandes maisons là. Et quand vous regardez Lingwala, moi je suis venu à Kin vers 2004-2005. Quand j'arrivais à Lingwala, il y avait beaucoup plus de maisons de taille basse. Et quand vous allez dans la commune de Kinshasa, il y avait plus de maisons de taille basse. Mais aujourd'hui, allez dans la commune de Kinshasa, allez dans la commune de Lingwala, et toutes ces maisons-là ont été construites en violation des normes urbanistiques, environnementales. Et par conséquent, lorsqu'il va pleuvoir, je vous dis, vous allez injurier Tshisekedi comme vous voulez. Merci. En tout cas, l'avenue des Huileries sera inondée, les boulevards du 30 juin sera inondé. Et c'est pourquoi la solution,
c'est le déplacement de la ville de Kinshasa. Aussi longtemps qu'on ne va pas déplacer cette ville, un jour nous pourrions nous réveiller, nous enregistrons en un jour 1 million de morts. Parce que nous serons tous engloutis par l'eau. Je suis un Foutila. Certains accusent Ngobila de ne pas bien gérer la capitale congolaise. Mais est-ce qu'il est vraiment responsable de ce qui se passe de ce qui se passe après les pluies? Parce qu'à chaque fois qu'on se réveille, il pleut la nuit, même pendant les journées, c'est compliqué de pouvoir se promener dans la capitale congolaise. Puisque vous m'avez posé la question sur Ngobila, je parle de Ngobila en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous savez, le gouverneur de la ville a un bilan positif. Et son seul bilan positif pour la ville de Kinshasa, c'est la création de l'ACP, son parti politique. Oh, comment ça? Oui, je vous dis. Puisque imaginez, l'Union sacrée pour sa sortie officielle, c'était le Stade des Martyrs. Et quand vous parlez de l'Union sacrée, c'est plus de 500 partis politiques. Et l'Union sacrée a rempli le Stade des Martyrs. Mais Ngobila, lui, un seul individu, à lui seul, pour la création et la sortie officielle de son parti politique, il a aussi rempli le Stade des Martyrs. Donc c'est un exploit. Si plus de 500 partis politiques ont rempli le Stade des Martyrs, et que toi, à lui seul, ACP, tu remplis aussi le Stade des Martyrs, c'est que c'est un exploit. Donc c'est un bilan positif, l'unique bilan positif pour la ville de Kinshasa. Donc le reste, c'est un désastre, c'est les pires gouverneurs, selon vous. Mais attendez, je me pose la question, après chaque pluie, Ngobila fait comment pour aller au travail? Comment il accède à son bureau? Puisque devant l'hôtel de ville, c'est tout un lac qui se crée. Même quand il est déjà dans son bureau, comment il fait pour ressortir? Comment il fait? Donc, regardez la gestion de Ngobila. Aujourd'hui, il donne raison à ceux qui peuvent regretter son prédécesseur. Donc, Ngobila, la gestion de la ville de Kinshasa est chaotique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Kaboun, avant qu'il soit arrêté, il l'a dit. Même Eliezer Tambwe, il l'a dit. Mais pourquoi on le fait pas sauter? On le laisse si sa gestion est vraiment chaotique? Mais justement, moi j'ai allé dénoncer ici une fois. Qu'est-ce que Ngobila a fait quand il est devenu gouverneur? Il vous nomme un gouvernement provincial rempli de députés provinciaux. Et les députés provinciaux laissent les suppléants. Donc, quand un député provincial qui est suppléant prend l'initiative de faire tomber le gouvernement, c'est que c'est son titulaire qui tombe. Il va perdre son poste. Il va perdre son mandat, il redevient chômeur. Vous voyez? Tout ça, on revient à la faiblesse de la loi. Il faut interdire cette histoire des membres des députés qui doivent devenir membres du gouvernement tout en laissant les suppléants. C'est ça la première faiblesse de la ville de Kinshasa. Donc Ngobila avait pris en otage l'Assemblée provinciale censée contrôler son action. Voilà, merci Jocelyn Foutila, merci à Joël Cadet pour votre disponibilité. Je suis Derick Katola, la mise en onde a été assurée par Moïse Nsombila avec Ngos Masela. Je remercie aussi Djibril Panzou qui nous a aidé avec des images puisque l'émission sera diffusée aussi sur ma chaîne YouTube Derick Katola TV. Au revoir. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTG.